un mec qui boude dans le vestiaire. En fait, tu boudes contre qui? Le coach? Le directeur sportif qui t'a pas donné le contrat que tu veux, ou t'as découvert un salaire et tu réalises que machin? Eh ben, en fait, tu sais quoi? Si t'es un vrai bonhomme, va leur parler à eux. Plus l'environnement est bon pour un joueur, plus il va pouvoir s'exprimer, plus tu vas lui donner des chances de s'exprimer. J'ai littéralement un numéro qui m'appelle, je connais pas. Oui, bonjour Quentin, c'est Fabien Barthez. Waouh. Tu te dis, qu'est-ce que c'est, tu vois? Je parlais avec un pote à Auxerre, il me disait, tu pensais à la MLS? J'avais 33 ans à l'époque. Et je lui dis le plus sincèrement du monde, franchement, j'aurais bien voulu un moment. Maintenant, c'est mort. 4 mois plus tard, je partais à Toronto. Le gars, il a dû dire, mais c'est quelle trompette ça, tu vois? Mais c'est surtout que le foot n'a pas de mémoire vraiment sur ton palmarès et tout. Si tu vois, pour beaucoup ici aux États-Unis, Patrick Vieira, c'est juste un entraîneur. Ouais. Tu comprends? Tu peux vouloir être un branleur, mais ça va s'arrêter. Et en fait, la seule différence, c'est quand est-ce que tu réalises qu'il faut que ça s'arrête, et est-ce qu'il est pas trop tard quand tu t'arrêtes. J'ai jamais vu un branleur de 35 ans. Jamais. Le mec qui a poussé le plus le truc, c'est Ateb. Salut l'équipe, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on a une occasion spéciale. C'est le 50e épisode du podcast. Et pour l'occasion, on reçoit Monsieur Quentin Westberg, gardien de la fameuse génération 86-87 de l'INF Clairefontaine. Quentin a une vraie carrière de nomade. 20 ans dans le monde pro, 5 championnats, 3 pays différents, mais toujours la même passion pour le ballon rond. Aujourd'hui, on a une discussion aussi profonde qu'intéressante sur les clés du succès d'une carrière dans le monde professionnel. Sortez le popcorn, abonnez-vous et sans plus tarder, voici le football vu par Quentin Westberg. Bienvenue au cœur du jeu. Si t'es prêt, je suis prêt. Quentin Westberg, bienvenue au cœur du jeu. Re-bienvenue au cœur du jeu, je devrais dire. Effectivement. Re-bienvenue parce que, pour la petite anecdote, on avait enregistré un épisode il y a 2 ans maintenant. J'en ai parlé sur ma chaîne déjà, mais voilà, un épisode qui a jamais vu le jour parce que j'ai pas été professionnel sur l'enregistrement, donc j'ai perdu 2h30 de conversation. Mais on s'était régalé. Ouais, on s'était régalé. Et c'était même pour ça qu'on s'était dit, on peut pas le refaire de sitôt parce que ça aurait été difficile à reproduire et on avait assez évoqué l'authenticité pour se dire que non. Ça valait pas la peine. Donnons-nous un peu de temps. Mais ça crée, ouais. On s'est laissé du temps et puis on est de retour. Est-ce que pour les gens, eux, qui te rencontrent, qui te voient pour la première fois sur ma chaîne, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Quentin Westberg, franco-américain, gardien de but de 38 ans, qui a joué dans 3 pays différents, pas mal de clubs, marié, père de 4 enfants, et passionné de football. La gratitude extrême d'en avoir fait mon métier pendant 20 ans, et d'être en centre de formation depuis l'âge de 13 ans, donc être en immersion depuis 25 ans. Et voilà, drivé par le kiff, tu vois, le kiff que ça comporte. Et à partir du moment où on parle football, qu'on parle un petit peu plus en profondeur, qu'on parle plus fond que forme, moi je suis toujours présent. Donc même 2 ans après, let's do this, John. On est reparti. C'est le thème de toute façon. Tu joues au foot, tu m'as dit en centre de formation depuis que tu as 13 ans. J'ai une question. Est-ce que ta passion, elle est née? Qui ont été les acteurs principaux de nourrir ta passion pour le foot, s'il y en a eu d'autres que toi? Je pense les copains et en fait les potes. Mais en fait, je réalise que tout au long de ma vie, mes meilleurs amis, on est liés de près ou de loin au football. On s'est rencontrés par le football et il y a cette espèce de connexion où en fait tu te comprends comme personne avec des gens qui ont un amour, même pas forcément, qui ont goût au football, tu vois, et il y a une compréhension du jeu et surtout de l'environnement, tu sais, que ça nécessite. En fait, tu vois, je suis pas dans le jugement. T'as joué en moins de 15 NAS minimum, c'est bon, on peut se comprendre. Il y a rien de tout ça. Ouais. Mes meilleures discussions foot, j'en ai avec des gens qui ont joué à un niveau très moyen, mais qui kiffent et qui comprennent un petit peu plus que la célébration, quelle voiture tu conduis, t'as vu combien ils gagnent, tu comprends? Et c'est quelque chose où, tu vois, quand on va en vacances, s'il y a une activité foot ou s'il y a un ballon qui traîne, naturellement, tu vois, et c'est plus tant moi maintenant, je vois, c'est mes enfants.
mes garçons qui ont 12 et 14 ans, tu réalises que ils se font des potes autour d'un terrain de foot, tu vois, d'un cadre, d'une vibe. Tu sais, attends, je pense que certaines personnes s'y retrouveront. Mais quand tu arrives en vacances, c'est comme si tu spottais un peu les footballeurs ou les gens qui ont un peu, tu sais, sportifs ou athlètes ou qui ont pu vivre un tout petit peu ce que tu as vécu. Le côté, on part pas en vacances pour sortir de notre quotidien qui est le même depuis 25 ans. On part en vacances pour se retrouver avec nos familles parce qu'on est tellement, en fait, en mouvement. Voilà, moi, je rêve plus ou moins de sédentarité. Et au final, je me demande si je l'aurai un jour parce que je kiffe ma vie de nomade. Et nomade du football, de comprendre mon environnement, de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux environnements. Donc, qu'est-ce qui m'a fait kiffer le football? Plein de choses au cours de ma vie. Mais en vrai, c'était juste la répétition. Tu vois, c'était même les changements d'environnement, c'est découvrir toujours du monde, créer ses amitiés, créer ses connexions. Il y a même des gens à qui je parle pas nécessairement de manière même mensuelle. Mais en fait, on a partagé tellement de bons moments sur le terrain. Tu vois, mais sur le terrain, c'est pas les victoires, c'est pas les titres, c'est même aux entraînements, à se connecter, à se comprendre sans se parler. Que tu sais, t'as toujours ce lien, ce rapprochement, et ce que je préfère encore dans ma carrière qui dure, c'est quand tu vois sur le calendrier que tu vas croiser quelqu'un qui t'a partagé un moment un peu particulier, tu vois. Et ça j'ai eu la chance d'en vivre pas mal à mon échelle. Tu vois, c'est vrai que quand tu compares, tu regardes Quentin Weisberg, c'est 0 match de Ligue des Champions, c'est 4 matchs en Ligue 1. Tu comprends? C'est pas la carrière, tu vois, que tu vas prendre, tu vas mettre en exemple et que tu vas. Mais par contre, c'est énormément de bons moments, tu vois, c'est des montées, c'est des super parcours, c'est des aventures humaines assez incroyables, et puis surtout, quand même une certaine cohérence et une certaine constance dans les comportements et dans les relations. Et c'est là où c'est vrai que le jour où tu te maries, je me suis marié il y a 10 ans maintenant, quand tu balances un certain nombre d'invitations et que tout le monde répond présent, tu te dis, je suis dans le, voilà, il y a une réciprocité dans les relations qui fait que, voilà, on avance. Ok. Et du coup, ça fait que cette c'est drôle parce que j'ai posé la question avec une intention en tête et t'es parti à l'opposé, mais je fais l'acrobate aussi parce que ça me fait penser à d'autres choses. Les gens qui sont sur la chaîne, je leur ai assez rabâché, moi et les invités, que au final, c'est ce que t'as bien résumé ce que même moi j'ai ressenti en parlant avec des joueurs qui ont fait des carrières qui moi m'auraient fait rêver. Pour eux, c'est des petites carrières. Pour moi, c'est des grosses carrières. Mais on se rejoint sur le fait qu'au final, ce qui reste, c'est l'aventure humaine. Et là, quand tu parlais de tout ce qui t'a fait kiffer entre guillemets dans ta carrière, tu me parles de choses simples. Et là, ça me fait penser à une question que j'avais déjà pour toi, qui est qu'est-ce qui à 38 ans te fait encore jouer au ballon? Si tu peux être, on va essayer de me faire la liste la plus exhaustive possible. Qu'est-ce qui fait qu'à 38 ans, tu kiffes toujours jouer au ballon? Et quand on dit jouer au ballon, je parle vraiment de la pratique, parce que le métier, il y a une situation familiale, il y a une situation financière, il y a un contrat, c'est ton travail aussi. Mais qu'est-ce qui fait que tu kiffes encore aller à l'entraînement tous les jours? Si tu kiffes encore, et je rajoute le deuxième élément qui justifie ma question, c'est alors qu'en ce moment tu joues pas cette année, t'as pas une minute cette année. Et quand tu parlais tout à l'heure par exemple de mecs avec qui t'as partagé des moments, tu dis c'est pas les victoires, etc. Je me dis s'il y a pas ça, moi j'ai l'impression de comprendre, mais quelqu'un qui écoute là se dit s'il y a pas ça, pourquoi jouer en fait? C'est une super question parce qu'effectivement, cette année, je suis à 0 minute. C'est pas un match et demi, c'est pas un quart de match, c'est pas où j'ai joué mais j'étais blessé la veille. 0 minute et 0 minute prévue. Mais le truc, c'est que toute ma carrière, en fait, j'ai été pas une sorte de guide. J'ai toujours été un leader en restant authentique. Je suis toujours quelqu'un qui aime les challenges, qui est task oriented, tu vois, genre on me donne une mission, je la remplis, j'essaie même mieux, plus, tu vois, quitte à être trop ambitieux, et j'ai aucun problème à rater parce que je continue. Et en fait, qu'est-ce qui me fait kiffer? J'ai kiffé à Luznac, j'ai kiffé à Evian, et maintenant depuis 6 ans, je me retrouve à Toronto puis à Atlanta. Donc, pour te décrire les conditions d'entraînement, c'est-à-dire quand tu parles purement football, exactement, tu sors le contrat, et encore même là, tout se passe très bien. Mais ce que je veux te dire, c'est que tous les matins, j'arrive,
je dépose mes enfants à l'école, ensuite je vais au centre d'entraînement. Je petit déjeune avec des gens exceptionnels, des custos qui te demandent ce que tu veux le matin. Ensuite, j'ai une salle de muscu dernier cri pour rester en forme, pour ma condition, pour ma forme physique, pour 38 ans. Je me rase la tête, les gens ils disent putain, wow, t'es sérieux, t'es un enfant de 14 ans toi? On dirait que qu'on était au centre il y a pas si longtemps. Ouais. Les Américains, on les connaît, les Américains ils sont flatteurs et tout, tu vois. Mais je vois très bien ce qu'ils veulent dire. On dit attends. Tu fais pas ton âge, on dirait que t'as encore la pêche pour continuer super longtemps. Et c'est le fruit je kiffe ma routine en fait. Et vu que ma routine maintenant elle est depuis 6 ans dans des installations où t'es au top, où les terrains sont arrosés, où t'as un jardinier au bord du terrain qui t'arrose encore un petit peu si tu veux rester faire du travail devant le but pour que ce soit moins impactant sur les articulations et tout, que t'as 2-3 mecs des équipements autour du terrain, t'as tout à disposition. Moi j'aime vraiment le foot. C'est-à-dire que là je suis en protocole commotion, c'est-à-dire que je peux pas m'entraîner. Mais je peux m'entraîner, mais je peux pas avoir de contact, je peux pas vraiment être dans le but à faire des plongeons intenses. Ouais. Mais là, ce matin, on était le lendemain de match, j'étais joker, tu sais, dans un 4 contre 4 plus 3. Et les entraîneurs, ils regardaient, ils m'ont laissé, tu vois, ils m'ont pas fait tourner, zéro rotation, ils m'ont dit, on sait que tu kiffes trop ça, Q, tu vois. Et quelque part, tu vois, que eux le comprennent, c'est facilement, je transmets ce côté. En fait, j'aime vraiment le foot pour le foot. J'aime, connecter avec les gens, trouver des mecs intelligents qui comprennent qu'on se met dans les espaces. Quand on fait des jeux réduits, on essaie de trouver des solutions. Que t'es pas dans un grind. Je suis bien payé parce que je fais du foot et du coup, vas-y, je pointe, je fais le strict minimum. Non, justement, moi, je suis conscient de la chance que j'ai pour avoir eu des moments beaucoup plus difficiles en termes de structure, hein, pas en termes de vie ou mais tu sais tu réalises que c'était le football il y a 15 ans, même dans un club super structuré comme 3, en termes d'installation et maintenant ce que je vis en MLS. En fait, je termine sur la Ligue des Champions, en termes de structure, en termes de, je veux dire, le terrain, il est arrosé tous les matins. Il est là, mon kiff. Tu vois, il est là, t'es dans les meilleures dispositions pour vraiment kiffer. Alors après, de l'autre côté, t'as toute une génération qui est habituée qu'à ça. Tu vois, les petits formés à Atlanta ou les gens qui arrivent, ils se disent, ouais, c'est le minimum pour moi. Et c'est là où, tu vois, quand on en revient aux 0 minutes, toute ma vie, j'ai mis un peu en garde, j'ai toujours guidé un petit peu, qui voulait l'entendre, qui me posait des questions, je disais, traite ton club comme si c'était le Real Madrid. Et je vous dis, mais encore ici, c'est encore plus facile. Parce qu'il y a des installations que vous allez jamais retrouver ailleurs. Si tu veux ça en Europe, t'es obligé de jouer la Ligue des Champions. Ouais. Et toi, tu crois que tu le mérites. Tu la vois, la disparité. Et c'est un truc. Si je te dis ça, et qu'ensuite, tous les jours, je traîne la patte, ouais, j'ai bof envie de m'entraîner. Ah, t'as vu le gardien? Ah, ouais, on est nul. Oh, vas-y, les résultats. Ah, ouais, bah, vas-y, hein, vous me calculez pas, continuez. Non. Tu vois, c'est le moment de practice what you preach. Tu vois, tu sais, d'assumer par les actes la mentalité que t'as toujours voulu avoir toute ta carrière. Si je finis ma carrière sur 0 minute, 2-3 années de suite, mais c'est pas grave, en fait, parce que comme je t'ai dit, toute ma carrière, c'était, je rate, je continue. J'ai réussi, ça fait pas de moi quelqu'un de meilleur que je suis. Voilà, ça fait partie. Les échecs et les frustrations ont tellement fait partie de ma carrière qu'en fait, j'ai tellement grandi en tant qu'homme grâce à ça que du coup, je me dis, bah là, en fait, je suis mis en pratique. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, quand t'es à Toronto et que tu dis à tout le monde, lâche pas. Bah ouais, les mêmes mecs, ils vont dire, hey, il est comment Q a pas joué? Ah, mon gars, il lâche pas, il est là, pas de problème. Tu vois, c'est l'équipe en premier, y a pas de problème. Et en fait, c'est quelque part, tu vois, je me dis, le mindset, t'entends les champions, t'entends les grands athlètes, t'entends les personnes vraiment épanouies, ils te parlent toujours de mindset, ils te parlent toujours de, même quand tu gagnes, t'es pas content, mais en fait, là, je suis vraiment testé parce que je prends pas le plaisir, l'adrénaline du week-end, l'adrénaline qu'on se le dise, notre ego, il nous a emmenés à des endroits où, voilà, en carrière, t'as absolument envie on parle de toi, d'être le top man à un moment, tu vois. Et quand tu l'as été, c'est tellement bon que quand ça part, quand ça te glisse entre les doigts, mais en fait, t'es qui? T'es qui à ce moment-là? T'es le mec frustré, t'es le mec qui arrive à être content pour un autre. C'est là, j'ai des enfants aussi, je suis un exemple. Maintenant, mes fils, mes filles aussi, mais mes fils de 12 et 14 ans, ils me regardent aussi. Je vais leur dire à eux, t'es remplaçant, c'est pas grave, rentre, casse tout. Mais s'ils voient que je rentre tous les jours frustré, qu'à table, je suis énervé. Non, c'est pas ça. Donc en fait, je suis regardé à tellement d'égards que je me dis, je prends du plaisir à vraiment
forger cet aspect de mon caractère de servir. Tu vois, j'ai toujours été leader, mais là, je suis vraiment un leader en servant, tu vois, en élevant tout le monde autour de moi. Ce qui est censé être la meilleure sorte de leader, on va dire. Ce qui est censé, mais c'est pas facile en pratique. C'est pas facile en pratique parce que quand tu joues pas, quand tu sais le vendredi, quand le fameux chasuble, le groupe qui tombe, t'es pas dedans. Ton ego qui t'a permis de durer, qui t'a permis des jours où il y a des matchs un petit peu challengeants, où il faut vraiment avoir ta personnalité exister en tant que caractère. Bah celui-là, il faut désapprendre et en fait et apprendre à être quelqu'un d'autre. Tu comprends? Et il y en a pour qui c'est plus dur que d'autres. Et des fois, au fond de toi, non, c'est pas normal. Mais au final, la raison, avec beaucoup d'éléments, mais la raison me rattrape vraiment, vraiment vite. Tu vois, c'est maintenant presque automatique. L'équipe, je vous coupe 2 secondes. Calmez-vous. Je vais pas vous demander de vous abonner. Mon petit doigt me dit que c'est déjà fait. Non, aujourd'hui, c'est moi qui veux vous offrir quelque chose. Je vous annonce que je lance la newsletter au cœur du jeu pour partager avec vous des réflexions sur des choses que j'ai appris dans le podcast, vous donner des nouvelles et des actualités sur des joueurs qui sont passés dans le podcast, des conseils et bien plus encore. C'est gratuit et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description et elle est à vous. C'est cadeau. Tant qu'on y est, abonnez. Est-ce que ça c'est... Parce que là, tu l'expliques et... J'aurais tendance, je serais prêt à me mouiller de dire que 98% des joueurs entendent ça et se disent, je comprends, je vois, il a raison. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Le mettre en pratique. C'est ça qui est chaud, c'est ça qui est compliqué. Et ma question pour toi, c'est, toi qui m'en parle, qui arrive à le mettre en pratique, est-ce que ça c'est quelque chose qui est linéaire? Parce que des fois, je pense que c'est un piège quand on écoute des gens parler. Tu me le résumes en 2-3 phrases, donc t'es obligé de faire court, de faire des raccourcis. Est-ce que toi, concrètement, dans ton quotidien, si on prend par exemple cette saison, est-ce qu'il y a eu des moments où ce mindset-là, t'en es conscient, mais voilà, sur une séance, sur une semaine, t'es dans un mauvais mood parce que je sais que j'ai tort de me comporter comme ça, mais les gars, là, je suis énervé, j'ai envie de jouer. C'est ça. Non, c'est très vrai. Alors, tu vois, depuis que je suis à Atlanta... Est-ce que ça, tu l'as eu, ouais? Pas une fois à Atlanta, pas une fois avec mes coéquipiers, pas une fois de manière visible. Par contre, effectivement, 1 ou 2 fois, j'ai attrapé un entraîneur adjoint, un entraîneur des gardiens, qui lui me sollicite pour un avis, et je lui dis écoute, là, on est entre nous, tu me demandes, boum, je te dis, c'est pas normal, les standards sont trop bas, si ça, voilà ce que je pense, tu me demandes, je te dis. Par contre, c'est entre toi et moi parce que tu me demandes. Je sais que ça te plaît pas. Tu peux m'en tenir rigueur si tu veux, mais il y a personne d'autre qui a à le savoir parce qu'à aucun moment, ça doit être le souci de mes coéquipiers. T'as capté? Tu vois, plus d'une fois. Ouais, je vois. J'ai dit, OK. Parce que moi, c'est pareil, c'est quelque chose que je disais, un mec qui boude dans le vestiaire. En fait, tu boudes contre qui? Le coach? Le directeur sportif qui t'a pas donné le contrat que tu veux ou t'as découvert un salaire et tu réalises que machin? Eh ben, en fait, tu sais quoi, si t'es un vrai bonhomme, va leur parler à eux. Mais de bouder dans le vestiaire, là, tu fais quoi? T'envoies des ondes super négatives. C'est quoi? T'es meilleur que l'autre, tu joues pas et c'est quoi? Tu veux qu'ils se sentent mal. Au final, on est tous exposés pareil. Tu vois? On est exposés pareil, peu importe le niveau. Quand tu joues, si t'as un mec qui, tu sais, qui est derrière, tu rates un contrôle, tu sais qu'il est sur le banc, il est content. Ouais, tu vois, il est en train de mal parler de tout le monde et tout. En fait, c'est horrible. Tu vois, et tu gâches ton temps. Et en fait, après, tous ces gens-là, tu les revois à 40. Moi, j'ai la chance. Quasiment tous mes amis ont arrêté le football. Il y en a plus un qui est, tu sais, énervé, qui est, ah ouais, je jouais pas, tu sais, c'est fini tout ça. Là, les mecs, ils vivent tous par le football, trop contents de se revoir quand tu fais des réunions d'ex-coéquipiers. Ah, on a passé des bêtes de moments. On a passé des bêtes de moments. Et tu crois que je t'ai oublié, toi, quand tu jouais pas? Inch'Allah, on perd. Tu sais, on le dit souvent dans le podcast, c'est je suis sur le banc. Inch'Allah, on perd. T'as capté? Ouais. Le truc, c'est que ça passe. C'est une émotion qui passe. Et tu vois, pour en revenir à ce que tu disais, le 98% des footballeurs, t'as raison. Non, c'est pas ça. C'est 98% des footballeurs sont dans l'émotion constante. C'est-à-dire que se laissent, leur comportement est dicté par leurs émotions. Quand tu gagnes, tout va bien. Quand tu perds, tout va mal. Et le pire, c'est quand c'est hyper, hyper extrême. Des hauts, high highs, low lows. Tu vois, des bons moments très très hauts et des mauvais moments très très bas. Bah, moi, tu vois, quand je regarde 20 ans de carrière, beaucoup plus compliqué quand j'étais jeune.
je le sentais, je savais mais comme je t'ai dit, tu sais, ton ego et puis le combat en centre de formation, le combat pour signer pro, pour exister dans un vestiaire d'anciens, tu vois, parce qu'on a commencé à une époque où il y avait beaucoup moins de jeunes. T'arrives pas à 3-4 mecs d'une même génération dans l'effectif pro. Nous, on était deux, et ensuite, il y avait 2-3 ans d'écart avec le plus jeune, tu vois, c'était vraiment assez drastique. Pas de problème, on s'adapte. Et maintenant, t'arrives, t'as des vagues. T'as un mec, il a mis un doublé le week-end en U17, il s'entraîne toute la semaine en pro. Pourquoi? Parce que potentiellement, c'est un modèle, il y a aucun problème, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, ton comportement, tu vois, il est pareil, il est observé. Il est observé. Et si tu vas dire à un mec lâche pas, mais que toi t'es le premier à te plaindre, que je vois bien, tu sais, à un moment donné, quand tes standards ils sont très très hauts, en fait, le médiocre ou le mec il regarde même jusqu'à ton assiette, tu sais, pour voir, ouais, est-ce qu'il se laisse aller ou tu comprends? Parce que le médiocre a envie de voir le mec qui a des standards très élevés, se dire bon attends, quand est-ce qu'il craque, tu vois? Et c'est quelque chose de naturel. Et moi c'est un rapport de force que j'aime bien parce que tu vois au fur et à mesure de ma carrière, je me suis mis ce standard, celui-là, il est non négociable. Celui-là, il est non négociable. Pour faire ça dans ma carrière, il est non négociable et c'est le truc que je m'impose à moi, tu vois, pas aux autres. Mais du coup, tu vois, tu déteins un petit peu sur ton environnement. Plus t'as de l'importance. Est-ce que c'est ouais, termine ta phrase. Non, plus ta plateforme est grande, plus en fait tu peux influencer autour de toi. Effectivement, quand tu joues 0 match, ta plateforme elle est moins importante parce que t'as toujours le mec qui dit mais qu'est-ce qu'il parle lui, il joue pas, tu vois. Mais au final après le gars il va voir ta carrière, il va voir ce que t'as fait, maintenant c'est marrant, tu sais, les réseaux sociaux, ça va vite, tu vois. Ah ouais, t'as fait ça quand même. Ah ouais, t'as fait ça. Ah ouais, c'est là, ok, ouais, tu vois, tu comprends. C'est un truc où par rapport à il y a 15 ans ça change, mais il y a toujours la même recherche de validation où t'es challengé constamment. Et est-ce que tu vois, quand tu parles du standard que tu t'imposes, et puis est-ce que dans ta recherche de respecter ce standard-là, est-ce qu'il y a aussi par un moment une prise en compte des autres, du regard des autres, de se dire bon, là j'ai moins envie, mais je sais que j'ai parlé, je sais que j'ai mis la barre haute comme ça. Franchement, si j'étais seul avec moi-même, peut-être qu'aujourd'hui je craquerais. Mais non. Non, vraiment pas. Vous allez, non. J'en arrive franchement, à aimer, tu vois, faire ce que je dis, tu vois. Et en plus, je le dis même pas. Tu vois, ce que je veux te dire, c'est sur des détails, mais tu vois, il y a un cas, il y a un coéquipier l'année dernière qui était un petit peu ambivalent, tu vois, qui avait un sale caractère, mais qui était un gros bosseur. Et donc, du coup, dans l'inconscient collectif, tout le monde se rappelait plus du sale caractère que du gros bosseur. Et tu vois, au fil de l'année, tu vois, au début, il était relou. Tu vois, c'était vraiment... Même moi, j'avais envie de voir le sale caractère. Mais pourtant, il y avait qu'un seul mec qui était avec moi tous les jours en muscu le matin avant tout le monde, c'était lui. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'en ai marre de inconsciemment lui reprocher son sale caractère? Comment est-ce que je peux agir sur lui, tu vois? Comment est-ce que je peux... Et un jour, je lui ai dit, tu casses les couilles. Vraiment. Je lui ai dit, jamais de ma carrière, j'ai vu un mec être aussi constant le matin en salle de muscu, tu sais, pour la prévention, tu sais, dans le grind, à bosser. Sauf que par ton comportement ensuite sur le terrain, par tes frustrations, par des commentaires que tu vas faire, on en oublie que t'es un bosseur de ouf. Et le gars, il s'est arrêté, il m'a regardé, il a fait comme ça. Tu sais, c'est comme si lui aussi avait pris conscience. Et ça, tu vois, on aime bien en parler avec les gars dans le podcast, c'est les petites victoires. Tu sais, quand tu touches quelqu'un au bon endroit, au bon moment, que ça a pris 3 secondes, mais t'as dit les bons mots au bon moment. Tu comprends? Et là, depuis ce jour-là, en fait, notre relation, elle a complètement changé. Il s'ouvrait complètement à moi et on est 2 fois plus proches. Pas parce que je lui ai donné un bon conseil, mais parce qu'on s'est compris. Il a compris que je l'avais compris. Et que du coup, au lieu d'insister sur son côté un peu caractériel et tout, il mettait plus un accent sur son côté bosseur, tu vois. Et ça, c'est les petites victoires de comprendre ton environnement. Parce qu'on va y revenir. Okay. Mais avec le temps, franchement, dans le foot, je sais rien. Tu sais, t'as des sensations, t'as des feelings techniques, sur des mecs, tu te dis, lui, c'est une arnaque, je comprends pas que ça cartonne pour lui, là, pendant 1 ou 2 heures, et vice versa. Lui, il est trop fort, il joue pas, ou il joue pas bien, mais il est trop fort, tu comprends, il a la bonne mentalité, ça va payer. Il y a pas de certitude. Il y a une certitude que j'ai, par contre, c'est que plus l'environnement est bon pour un joueur,
plus il va pouvoir s'exprimer, plus tu vas lui donner des chances de s'exprimer. C'est-à-dire que dans un vestiaire, maintenant, quand tu y repenses, on n'est pas là à essayer de s'élever les uns les autres. On est en train d'essayer d'être là-haut, et ensuite, si ça te convient, on emmène les autres avec soi. Tu comprends? Même les dirigeants, même les coachs, l'environnement, c'est ce qu'il y a de plus important. Nombre de fois où tu vois des joueurs, nous on avait un joueur l'année dernière à Atlanta, qu'on connaît bien en France, Luis Araujo, tu sais, qui était à Lille, qui a gagné le titre avec Lille en 2021, il me semble. Un crack, un phénomène. Aux entraînements, trop fort. Personnalité exceptionnelle, super humble, super modeste. Mais ça cliquait pas. Tu sais, c'était DP, gros. Et tu sais, par les stats, par les trucs, ça, c'est comme si ça marchait pas. On te donnait l'impression que ça marchait pas, sauf que tous les jours aux entraînements, je peux te dire que ça marchait. Il lavait les mecs. J'ai jamais vu un ailier aussi fort en MLS, si ce n'est tu sais, vraiment en qualité intrinsèque. Et en plus, dans le vestiaire, c'était un joueur, ok, il conduisait un Urus, pas de problème. Donc, vite, on fait un raccourci. C'est le mec, anniversaire, il invitait toute l'équipe. L'anniversaire de sa fille, il invitait toute l'équipe, il organisait un mariage, presque. Et tu sais, il avait des super valeurs, il était hyper humble, mais ça a pas marché. Il est parti à Flamengo, il casse tout maintenant. Il casse tout. Et je me dis, c'est pas une surprise. Tu vois, l'environnement était peut-être pas bon pour lui, mais dès qu'il a changé d'environnement, dès qu'il a trouvé peut-être un truc où il se sentait un tout petit peu mieux, le football a pas menti, il était trop fort. Et c'est pour en revenir à ce que je te disais, la question de l'environnement, peu importe le niveau, quand tu laisses la place à tout le monde pour être la meilleure version d'elle-même, tu te donnes des chances. Quand c'est, ouais, lui, je le sors pas parce que s'il sort, il va bouder, c'est quand même mon meilleur joueur. Et, ah ouais, lui, franchement, c'est notre meneur, tu vois. C'est vrai qu'il est un peu blessé. Mais franchement, il tient la baraque. Tu comprends tous ces calculs qui sont tout de suite un peu, ok, tu fais ça pour le bien de l'équipe, a priori. Mais de l'autre côté, le mec est sur le banc, qui voit le gars à moitié blessé jouer. Si ça se passe mal, il pète un plomb. Si ça se passe bien, il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, je sers à quoi? Donc, en fait, tu vois, c'est cette notion d'environnement, cette notion de, ouais, comment est-ce qu'on peut donner de la force à tout le monde pour qu'on ait la meilleure version de tout le monde? Et c'est des expériences que, tu vois, par exemple, dans toutes les équipes où on est monté, Evian, Troyes, Luznac, tous les joueurs ont eu un rôle important. Que ce soit le mec qui joue 5 ou 10 matchs, que le mec en joue 30. Et comme par hasard, le mec en joue 5, il est trop fort les 5 matchs où il joue. Tu comprends? Ouais. Et le mec en joue 30, bah ouais, généralement nominé pour meilleur milieu ou meilleur joueur de l'année ou étoile d'or ou tu sais, OK, il y en a qui sur le moment attirent plus tu vois les récompenses individuelles et tout, mais si tu regardes bien souvent dans ces années-là, le mec qui vient et qui s'incruste dans un bon collectif, même 3-4 matchs, même lui il est trop fort. Tu comprends? Et c'est cette dynamique qui est super importante et qui est trop galvaudée maintenant. Et ça, tu penses que c'est l'affaire de chaque joueur? Bah, bien sûr, on va dire c'est top down. Il faut que le coach à la tête soit garant de ça aussi. Est-ce que tu penses que c'est l'affaire de chaque joueur? Et si oui, quand est-ce que toi t'as commencé à prendre ça en compte? Vers quel âge? À quel stade de ta carrière tu commences à te dire, ok, je suis là pour faire avancer ma carrière, avoir des bonnes performances, etc., et tout ce qui vient avec. Mais j'ai aussi une vraie responsabilité envers le collectif. C'est une bonne question parce que moi, il y a vraiment un pivot dans ma carrière, une prise de conscience dans ma carrière à un moment, c'est quand je décide d'aller à Luznac, que je suis à Troyes, Evian, que je suis dans un environnement. Même si Evian, les installations étaient un petit peu précaires parce que c'était un club avec des moyens immenses, où vraiment, tu sais, les 2 années où j'y suis, on surfe sur la vague. T'es champion de Ligue 2, t'es 9e de Ligue 1. Tout d'un coup, tu te retrouves à jouer avec Jérôme Leroy, Sidney Govou, Christian Poulsen, Daniel Vaz, Thomas Kallenberg. Tout d'un coup, t'as un seul terrain d'entraînement et tu t'as connu un petit peu l'Est de octobre à mars. C'est pas facile de jouer sur une pelouse, hein, tu vois. Et t'avais un terrain avec avec des joueurs qui arrivaient de Liverpool, la Juve ou Lyon. Et donc, du coup, à ce moment-là, pour en revenir à ta question culture. C'est la culture du club. Après, qui la met en place, c'est un autre problème, c'est du management, c'est un autre débat, mais on en vient à la culture. Tu vois, comment tu traites les gens, comment les gens se comportent, quel standard tu attends des gens. Après, la personne qui met en place, c'est un autre problème et c'est souvent là les frictions entre les coachs, les directeurs sportifs, les institutions, je respecte l'institution ou pas. À tous les étages, on en entend parler, hein, la différence entre le Real et PSG dans l'inconscient collectif, c'est
Ouais, ils respectent pas. Ouais, la culture peut-être. Ouais. La culture du grand club et la culture du club en formation. Peu importe. Moi, j'ai pris conscience à l'USNAC quand Fabien Barthez m'appelle. Je suis vraiment de nulle part. Je suis en Suisse chez mon meilleur ami de l'autre côté du lac là, rendre visite à mon pote quand je suis à Evian. Et j'ai littéralement un numéro qui m'appelle, je connais pas. Oui, bonjour Quentin, c'est Fabien Barthez. Waouh, tu te dis, qu'est-ce que c'est, tu vois? Et en fait, il me présente le projet l'USNAC et tout. Je raccroche et je me dis, ouais, l'USNAC, tout juste maintenu en national. Et encore à l'époque, il s'était pas encore maintenu. J'avais déjà joué à l'USNAC avec 3 une année. Tout le monde rigolait, il y a l'usine de Talc, les trucs, Bon, il me dit que tu joues plus là-bas, bref, qu'il y a un gros projet, et il y avait des moyens et tout. Mais sur le moment, ma réflexion, elle est pas sur les moyens et tout, parce que je coupe mon salaire en deux pour aller à l'USNAC, tu vois, donc c'était vraiment pas. Je me suis dit, en fait, j'ai connu 2 montées avec 3, une montée avec Evian. J'ai emmagasiné beaucoup d'expériences, mais justement dans la création de cet environnement, comment être 2 fois comme remplaçant, 1 fois comme titulaire. Mais à Evian, je joue tous les matchs importants. Je joue un match de coupe hyper important pour le club contre Marseille en prime time, machin qu'on gagne. Ensuite, le gardien titulaire se blesse à la fin d'année. Je joue tous les matchs de la fin d'année, donc les matchs de la montée, le match du titre. Voilà, en 10 matchs, j'ai les meilleurs matchs de la saison. Vraiment, tu sais, c'est 10 matchs, mais je pour toutes les photos. Bien positionnés les 10 matchs, trophée, tu sais, dans l'aventure contre Marseille, sur l'équipe, tu vois, peu importe. Et je me dis, mais est-ce que j'ai construit ma table ou est-ce que je me suis assis à la table d'une équipe déjà successful, tu vois, qui a connu de la réussite? Quelle était vraiment mon empreinte sur ces 3 montées que j'ai vécues? La première, aucune, parce que j'étais même 3e gardien, j'étais petit jeune à l'époque, 18 ans, mais j'avais déjà observé, pour moi, on avait des super leaders à 3, tu vois, à l'époque, en 2004, 2005, les Benjnivet, Karl Touraine et tout, c'était des mecs que j'ai toujours trouvé remarquables, tu vois. Et donc, je les observais énormément. Et ensuite, la deuxième montée à 3, je suis titulaire. On monte de national en Ligue 2. Et là, j'ai un rôle plus important. Je suis au club depuis très longtemps. Voilà, j'amène ma pierre à l'édifice. Et l'année suivante, directement avec Evian, on monte de Ligue 2 en Ligue 1. Donc, je me dis, quand Fabien m'appelle, est-ce que je suis légitime dans ces montées? Tu vois, est-ce que j'ai vraiment été autre chose qu'un petit jeune qui a répondu présent les quelques matchs, ou est-ce que à 3 on a surfé sur le national et ils auraient pu mettre pim pam ou poum dans les buts, c'était pareil. Là je dis bon, est-ce que je suis vraiment le leader que je crois être, tu vois? Parce que c'était pas le leader, encore une fois, les gars, non, c'est pas ça, c'est est-ce que au quotidien je suis assez crédible, est-ce que je suis assez constant pour être une voix qui porte et qui influe sur les gens, tu vois? Parce que je me suis toujours dit, je suis plus quelqu'un qui a une vision pour tout le monde, qui est toujours, écoute, je pense que tu devrais, tu vois, vraiment, tu sais, un support, Pourquoi c'est important à ce moment-là? C'est ça qui me, parce que j'ai 25, 26 ans, parce que j'ai assez joué en pro pour kiffer, mais pas assez pour me dire, voilà, pour avoir aussi énormément de coups de fil. Tu sais, viens, machin. Là, c'est Fabien Barthez, donc je me dis, même si j'ai interagi avec lui 3 fois dans l'année ou 3 fois je vais pouvoir le bombarder de questions et tout, tu vois, parce que t'apprends aussi comme ça, tu vois, les retours d'expérience. Et Dieu sait que on a eu 3-4 conversations, mais elles sont mythiques dans mon développement en tant qu'homme, en tant que gardien, tu vois. Et c'était un truc où c'était sans retenue. C'était sans filtre, tu vois. On a parlé 1h30, 2 heures, tête à tête, et c'était vraiment, il me racontait des expériences à Manchester, des ressentis de gardien, des fois il arrivait, 1 ou 2 fois il arrivait, il m'a dit, on s'entraînait, et il me dit, des fois il oublie le prénom des gens, tu sais, il me fait, tu vois, les gardiens, des fois, tu sais, des fois c'était Quentin, des fois c'était gardien, tu sais, ceux qui connaissent Fabien, ils te diront, tu vois, des fois il oublie ton nom, il me dit, toi tu t'entraînes trop dur, mets tes baskets, on va faire un footing. Littéralement. Et après, on court, et après il me donne un ballon, il s'assied sur le ballon, il me dit, vas-y, assieds-toi. J'ai dit, Fabien, on va pas s'entraîner. Non, on parle. Et il commence à me raconter, quoi. Et donc, en fait, toutes ces expériences, plus le côté, on galère la première année avec l'USNAC et la deuxième année, c'est, les étoiles sont alignées, tout marche parfaitement. On monte. Et là, vraiment, quand tu remets bout à bout, tu te dis, OK, j'ai eu une influence importante sur ce groupe, tu vois, et le leader que je pensais être, Paris réussit. Tu vois, on monte en Ligue 2 avec un super groupe, avec des mecs, un Khalid Boutaïb qui arrive de Uzès Pont de Gare,
et qui 3 ans, 4 ans plus tard fait la Coupe du Monde avec le Maroc et marque contre l'Espagne. Tu comprends? C'était des mecs, mais dans ce développement, je te dis pas du tout que c'est grâce à moi, loin de là. Mais en fait, on a réussi à créer un environnement où t'as eu la meilleure version de trop de mecs, tu vois, et t'as des mecs qui, de l'USNAC, n'avaient jamais connu le monde pro et sont partis faire des bonnes carrières. Un Jérôme Ergo, lui, il se disait, ah, vas-y, moi, je vais jamais quitter Toulouse, tant mieux si on est en Ligue 2, mais national, ça me va très bien. Et au final, le mec est parti jouer en Ligue 1 à Lorient, tu vois. Et c'est des trucs, ça fait trop plaisir parce que, directement ou indirectement, aider à prendre conscience que, tu sais quoi, être bon le week-end, c'est pas suffisant. Vas-y, donne-toi la possibilité la semaine, tu vois. Et c'est le prouver par l'exemple. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où quand ce pari est réussi, quand bien même on monte, après les déboires qu'on connaît, au final, on monte pas. Et donc, mon pari est réussi, perso. Au final, ça en découle de 6 mois de chômage. Et ouais, tu vois, c'est une galère de plus, mais comment dire, les certitudes que j'ai sur mon mindset à ce moment-là, elles sont immenses. Quand au mercato d'hiver, que j'ai pas de club, je refuse 3 clubs de national qu'on avait tabassé l'année d'avant, mais qui te disent, ah, viens chez nous, t'auras l'opportunité de rejouer un peu au football. Je dis, ah ouais, non. Tu vois, je suis pas, je savais que mes standards étaient plus élevés que cela, tu vois. Okay. Il était plus élevé que cela. Je me rappellerai toujours, le président de Chambly m'avait dit, viens jouer chez nous. Si on monte en Ligue 2, je suis pote avec Thiriez, on va pas se faire recaler comme vous. Le gars m'a dit ça, il voulait que je signe chez lui. Je dis, t'es sérieux, toi? Tu vois, et c'est marrant parce que à ce moment-là, j'étais plus footballeur. J'étais dans mon mindset, mon caractère. Il y a un certain standard et je vais pas le baisser par désespoir, tu vois, par urgence dans la situation. Le club que tu trouves à la suite des 6 mois de chômage. Alors là, je vais jouer en Norvège. Ouais. Et alors, j'étais sûr d'une chose, mais ensuite la prise de conscience là-bas, c'est, tu sais, j'ai eu 2 presque matchs parfaits. C'était la première fois en Norvège et la deuxième fois au Canada. Je suis arrivé en Norvège. Je suis parti tout seul parce qu'on était en mars. J'avais signé un contrat jusqu'en décembre de la même année, de mars à décembre. Donc on avait un accord oral que si en juillet ça se passe pas bien, ils peuvent me dire de partir sans indemnité et rien. Si ça se passe bien, on peut continuer. Mais si moi je veux partir, je peux partir aussi au mercato, l'équivalent de celui d'hiver en France, mais là-bas d'été parce que la saison c'est sur une année civile. J'arrive de l'intendant aux bénévoles qui nous font le petit déjeuner, le déjeuner. Un match parfait. Quand mes enfants viennent me rendre visite avec ma femme, ils les accueillent comme les leurs. Et je commence sur le banc, je finis titulaire. Quand arrive la fameuse trêve estivale, ils me proposent 2 ans et demi de contrat. Ils veulent faire des stages Quentin Westberg parce qu'on m'appelle le diable de Tasmanie vu que je joue très haut sur ma ligne. Ils avaient jamais vu ça en Norvège. Je fais 1m83 alors que traditionnellement les gardiens là-bas ils font 2m50, tu vois, ils sont immenses, tu sais. Et ils ont dit, on aime trop, tu sais, à l'aise au pied, tu sais, dirige ça, commande ça. Ils m'appelaient une anecdote trop marrante. Il y avait un Norvégien, un Serbe qui avait émigré il me disait, you know how they call you? The Devil of Tasman. Tu vois, dans les tribunes. Quand on me dit ça avec son accent serbe en anglais, je pleure de rire. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que t'es partout. Tu sais, t'es le premier gardien où on dirait que t'es partout, tu vois. Et il voulait faire des stages de foot pour me donner un salaire un peu plus important, tu vois. Je dis waouh. Mais le truc c'est que j'avais laissé ma famille, il y a une situation, et s'il y a bien une chose qui passe avant le football et c'est non négociable, c'était ma famille. Et à un moment donné quand il a fallu se poser, j'ai même eu une offre de tour, tu vois. Et enfin j'ai eu une offre de tour cet été-là. Et après avoir galéré pendant presque 1 an, tu vois, du coup entre l'affaire Lusnac, entre la Norvège, j'appelle en pleurant le directeur sportif. Il dit, je suis vraiment désolé. Non seulement je vais pas signer le contrat de 2 ans et demi que tu me proposes, mais je vais te demander de tenir ta parole et de me laisser partir. Je me dis, c'est impossible. Tu vois, mais je suis vraiment touché, tu vois. Le gars, il dit, on te connaît Quentin. On a vu comment t'étais pendant 4-5 mois. T'as pas triché une seule seconde. Si tu nous dis ça, c'est que vraiment, on peut pas te retenir. Tu vois que tu fais ça pour les bonnes raisons. Dans la foulée, je reçois un message du coach et tout, qui me remercie pour tout ce que j'ai apporté au club et tout. Je me suis dit, waouh, tu vois, c'est quoi ce truc de ouf? Tu sais, je me dis, mais c'est incroyable. Et donc, du coup, le club d'après, c'est même pas qui était à ce standard-là, il m'a donné cette impression que mes standards étaient même pas encore assez élevés par rapport à ce que je représentais, tu comprends?
Et donc là, ma carrière, elle prend un tournant à ce moment-là. C'est-à-dire que je me dis à peu près peu importe le statut avec lequel j'arrive dans un club, en fait, sois toi-même. Continue d'être à des standards de travail, de personnalité élevés comme ça. Continue à être toi-même. Et en fait, du positif en découle. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis toujours un petit peu arrivé dans un pot d'un numéro 2. Te dire que j'ai terminé numéro 1, que on n'est pas du tout là pour faire l'apologie d'un rôle, d'un statut et tout. Mais j'ai toujours impacté et toujours eu un rôle et toujours été une personnalité dans les clubs où j'ai été par la suite, que ce soit à Tours, que ce soit à Auxerre, à Toronto. Tu vois, et même ici, c'est quelque chose qui s'est vérifié. Et en fait, je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais ça me fait rire parce que tout ce que tu dis, ça me fait réfléchir à une situation actuelle que je vis dans mon équipe. Ça donne une espèce de, sans vouloir trop en faire là, une espèce de North Star où tu te dis, ok, je pense que c'est pour ça que je te disais que je pense que la plupart des gens seraient d'accord pour dire que c'est la mentalité à avoir. Maintenant, il y a des années de travail qui vont dans ce sens-là. Et puis, quand je t'entends parler, je me dis, je vois les situations personnellement où j'ai essayé d'aller dans cette direction-là, j'ai réussi. D'autres fois, j'ai échoué, tout simplement. Et la question qui me venait en tête par rapport à ce que tu disais, c'était, t'as vécu ces expériences-là et le résultat positif a comme renforcé cette mentalité-là. Ces expériences-là qui se concluent par quelque chose de positif avec, par exemple, un coach qui te dit, même si c'est contre mes intérêts en tant que coach de te laisser partir, t'as été droit, je me dois de te rendre l'appareil. Boum, là tu te dis, ah ouais, clairement, je suis dans le vrai. Qu'est-ce qui se passe quand c'est pas le cas? Mais c'est pas le cas plus de fois qu'autres, tu vois. C'est-à-dire que ça vient le bon comportement, la bonne attitude, peu importe comme tu as envie de l'appeler, mais en tout cas, l'intentionnalité dans un comportement et la constance dans un comportement, elle est invalidée 9 fois avant d'être validée une fois. Tu comprends? Tu sais, c'est comme toutes les bonnes choses. C'est comme le foot. Tu vis 90% du temps des moments d'anxiété, de galère, de joie après une victoire, mais qui est remis en cause après si toi t'as bien joué, pas bien joué. Tu sais, t'es jugé à chaque moment, en fait. Il faut prendre conscience que peu importe le niveau, tu vis pas dans un espèce de confort. Et en fait, faut être en paix avec être dans l'inconfort quand tu fais du foot. Peu importe le niveau, vraiment. C'est-à-dire que quand t'as un groupe de 22, 25, t'as 25 gars qui ont envie de jouer. Et ensuite, après, c'est comment est-ce que tu t'y prends pour jouer? Tu vois, t'as des mecs qui sont prêts à tout. Qui sont super cool devant toi. Derrière, après, ils vont dire combien t'es pas bon. Ou même quand tu joues bien, ouais, mais regarde, il fait ça pour les mauvaises raisons. Enfin, tu vois, il y a toujours le bashing via le small talk, tu vois, vas-y, en fait, t'as envie de, tout le monde autour de toi est pas bon. En gros, en fait, t'as envie que toutes les bonnes choses t'arrivent qu'à toi, seulement à toi, et toi, tu mérites pas les autres. Après, t'as les mecs qui se donnent à fond 2 semaines parce qu'ils ont perdu leur place, et s'ils la retrouvent pas, ils abandonnent. Celle-là, c'est la spéciale. Ouais. Et tu vois, il y a quelque chose de récurrent sur le podcast, et on en parle beaucoup avec Seb et Ricky. Mais un truc que j'adore faire, moi, c'est, vu que je sais que je vais tous les matins en salle de muscu, et pareil, c'est pas pour devenir un monstre, c'est pas pour dire que je suis plus professionnel que les autres, c'est parce que je kiffe, en fait. C'est-à-dire que même le jour où je vais arrêter, j'aurai ma routine en salle. C'est-à-dire que j'ai une salle de muscu chez moi, j'ai une salle de muscu avant d'avoir une salle de cinéma, tu comprends? Mais c'est plus pour ma santé, tu vois, c'est plus pour ma santé parce que j'en vois les bienfaits à 38 ans de me sentir super bien physiquement. Donc je vais continuer. Donc je le fais pas pour que le coach me voie. Il y a pas un jour où j'y vais pas, mais c'est par plaisir et par nécessité. Tu comprends? Un jour d'entraînement, je prends des jours off, bien sûr. Pareil, tu sais, un peu à la même manière que les gens qui sont dans les vidéos. No days off. Non, il y a des days off. Il y a des bons days off même. Tu comprends? Mais j'aime bien, tu vois, en pré-saison, j'arrive et je me dis, naturellement, après petit déjeuner, je suis en muscu. Et là, il y a du monde, hein. Il y a 6, 7, 8, 10 gars. Souvent un peu des jeunes, tu sais, qui font le push d'avant-saison, tu vois, puis après, au bout de 3 mois, t'en as plus que 3, 4, tu vois, 4, 5, machin. Cool. Et puis après, au bout de 6 mois, surtout si la saison se goupille pas comme t'as envie, ah, mon gars, c'est le désert. C'est toi, la playlist, c'est la tienne tous les matins. Tu choisis le son, tu comprends? Et c'est un truc, il y a le prépa physique qui est imparti à la salle de muscu, et tous les matins, on en rigole. Tu vois, on se dit qu'on gagne ou qu'on perd, qu'on joue pas, qu'on soit content, qu'on soit pas content, on se voit demain matin. Tu vois, on en rigole, tu vois. Et il me dit, on verra qui vient. Tu vois, parce qu'après, t'as souvent celui qui est un peu chahuté, qui galère un peu, qui fait son petit push en disant, j'espère qu'on va me voir que je transpire en muscu. Tu vois. Et en fait, c'est quand tu te fais toujours démasquer quand t'es un acteur. Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que
d'aller tous les jours en muscu ou d'avoir cette discipline où du coup en fait tu prends du plaisir dans la discipline. Et maintenant en fait je le dis avec plaisir. Quand il y a quelques années j'avais l'impression je suis un militaire ou quoi, tu sais, la discipline, est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est, tu vois, il y avait un moment donné il y avait presque un complexe, tu vois, être discipliné. Non, on tape des barres de rire, on va se charrier et tout, mais à un moment donné il faut qu'on kiffe aussi, tu sais, grandir, tu sais, grow, tu vois, que ce soit là-dedans ou ton corps tu sais, pour continuer à se préserver, pour être en pleine forme, pour être en pleine forme pour tes enfants, pour que tu vois, dans 10 ans je galère pas à me lever de mon lit. Enfin, c'est des choses, c'est une discipline de vie entre guillemets pour kiffer ta vie, tu vois. Et là maintenant je suis complètement au clair avec ça, et je prends énormément de plaisir là-dedans. Mais pour en revenir à ta question, à ta remarque, c'est inconfortable, enfin, d'avoir le bon comportement. T'as l'impression que personne te voit. Tu sais, on les connaît aussi, les mecs de vestiaire qui, dès qu'il y a le président ou le coach, c'est un peu perdu. Oh les gars, aujourd'hui on n'était pas nous-mêmes. Ouais, ouais. La publicité, la politique, il y en a partout. Les chefs de la com, les responsables communication. Et c'est pas que dans le foot. Tu vois le délire. Et c'est là où dans les standards, c'est pas pour mieux vivre, c'est pour mieux comprendre. Mais des fois, quand tu comprends mieux, tu souffres. Tu rentres à la maison, tu te dis, waouh, ça c'est vrai que là je le vois, lui, peu importe foot ou pas, il rencontre du succès. Les gens l'ont pas démasqué. Franchement, s'il y a bien une chose que le foot m'a appris aussi, c'est que le temps, il remet tout le monde à sa place. Vraiment. Et que, des fois, ce qui s'apparente à être une déception ou un setback, en fait, c'est la meilleure direction que tu devais prendre. Parce que, en fait, ton caractère, dans ce moment de difficulté, il t'apprend beaucoup plus et il t'envoie sur... Moi, initialement, j'aurais jamais voulu quitter Troyes. Jamais voulu quitter Troyes. J'ai toujours rêvé d'être le mec d'un club. Me demande pas pourquoi. Un Maldini, ça me faisait kiffer, un Gerrard avant, je calcule pas les Galaxies, mais tu vois, les mecs un peu, tu sais, parce que toujours un peu envie, tu sais, des standards, tu sais, une culture, des traditions, des machins, tu vois. On parlait de Troyes, tu vois, c'était moi un peu mon Real Madrid, entre guillemets, tu vois, même, parce que je me disais influencer, ma femme, voilà. Et écoute, je suis parti, c'est un ancien coéquipier qui est devenu directeur sportif 2 ans après, il voulait me dégager au début de l'année, m'a dégagé à la fin de l'année. On était montés, étoile foot national, machin. The writing was on the wall, tu vois, il a mis son veto, il m'a dit texto, le coach veut te garder, le président veut te garder, moi j'ai mis mon veto. Hop. Ok. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Mais ça a été la meilleure chose qui a pu m'arriver au final, parce que j'ai découvert un peu trop de clubs à mon goût, beaucoup d'aventures, mais au final, je me rappellerai toujours avant de signer à Toronto. 3-4 mois avant, je parlais avec un pote à Auxerre, il me disait, tu pensais à la MLS? J'avais 33 ans à l'époque. Tu penses à la MLS? Et je lui dis le plus sincèrement du monde, franchement, j'aurais bien voulu un moment, mais maintenant c'est mort, tu vois. Je sais pas. 4 mois plus tard, je partais à Toronto. Le gars, il a dû dire, mais c'est quelle trompette ça, tu vois. Et c'est vrai que je m'y attendais pas à cette opportunité. Et de fil en aiguille, machin. Et puis j'allais à Toronto. La réflexion avec ma femme, c'était, il te propose 2 ans, tu joues 2 ans de plus, tu vois, c'est terrible, jusqu'à 35 ans, tu te rends compte, c'est beau de pousser sa carrière jusqu'à 35 ans. Et au bout de 3 mois, je prolonge, et là, ça fait 6 ans que je suis en Amérique du Nord, tu comprends? C'est-à-dire que même toi, tu crois avoir des projets pour toi, c'est pas les bons, tu vois? Tu sais pas ce qui est bon pour toi au final. Mais par contre, de t'adapter, de faire preuve d'adaptabilité, peu importe le parcours, peu importe les événements qui te sont proposés, tu t'adaptes et t'avances. C'est un peu là si je te parle d'un point de vue un peu plus personnel, tu me dis si j'en tire le bon message ou si j'en fais la bonne analyse, mais au final toute cette influence qu'il y a sur ton environnement, elle part de quelque chose qui est fait pour toi de base. Ça veut dire que le geste, la bonne habitude, la bonne attitude, elle est adoptée pour toi et elle finit par rayonner autour. Je te pose la question parce que c'est quelque chose que moi, par exemple, j'ai senti. On a commencé notre saison là, nouvelle équipe, nouvel effectif, nouveaux objectifs. Moi, c'est ma 2e année au club. Je fais partie des plus vieux. J'ai été un joueur important l'année passée, donc t'as un certain statut. Et puis, John, on compte sur toi pour être garant de certaines choses, pour influencer les autres d'une certaine manière. Et là, on est encore tôt dans la saison. On est à la 3e journée, 4e journée. Et je me sens un peu comme une assistante sociale. Et je me dis,
je suis pas sûr que je suis pas sûr que je suis très productif en ce moment en tant qu'assistante sociale. Parce que le focus, il est un peu trop sur ce rôle d'assistante sociale et moins sur est-ce que moi je suis sûr d'être le meilleur sur le terrain, le meilleur pour me selon mes standards, pas le meilleur de l'équipe, mais juste je suis le meilleur John possible, voilà, sur le terrain. Parce que être l'assistante sociale c'est bien, mais si mon ailier il me fait du sale tout le match, au final, ça va pas bien se passer pour nous. C'est ça, ils mettent pas. Je vois très très bien ce que tu veux dire et ça c'est un truc qui est spécifique au foot, mais en fait il y a deux choses. Il y a tu t'accroches à la narrative que tu as entendue toute ta vie, à savoir ouais le monde du foot c'est le sport le plus individuel des sports collectifs. C'est au final t'es tout seul, au final il y a pas de vrais amis au final. Ok, je l'entends. Mais est-ce que c'est l'environnement que tu veux toi pour ton club? Est-ce que t'as envie qu'on se rappelle de John en disant ouais j'avoue John il a essayé mais dès que c'était un petit peu chaud il y avait plus personne. Ou il s'est accroché 2 fois mais et en fait c'est un truc, c'est on va tous rencontrer des échecs, on va tous perdre des matchs, on va tous se retrouver dans des spirales négatives. Mais en fait, qui on est dans cette spirale négative? Est-ce que tout d'un coup, le John qui était important l'année dernière, qui a porté sa pierre à l'édifice l'année dernière, c'était juste parce que l'équipe tournait bien et que maintenant qu'elle tourne mal, il est différent, donc du coup, il fait plus l'assistant social, lui, il est plus de bons conseils, ou vu on a un peu plus de pain sur la planche, bah il abandonne un petit peu plus. Et c'est là où c'est difficile parce que des fois, t'as des coachs qui vont te dire, j'ai besoin que tu sois le leader, que tu m'aides. Et en même temps, il faut pas que tes performances en pâtissent, parce que sinon, toi-même, tu vas sauter. Ouais. Ça m'est arrivé à Tours, mais je suis rentré droit dans le mur. Mais quand je te dis droit dans le mur, c'est t'essayes d'aider tout le monde jusqu'à ce que ce soit toi le fusible. Ouais. Bien. Et après, t'as beau essayer de retourner le problème dans tous les sens. Au final, j'ai échoué comme j'aurais voulu échouer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ok, tu commences à passer des coups de gueule, je veux dire, ça m'est arrivé qu'un coach dise, à ton avis, je fais jouer qui quand on est en galère? Mais c'est un truc, je dis, mais coach, ça c'est pas mon boulot. Le jour où j'ai envie, où tu me demandes qui doit jouer, c'est que c'est moi qui suis sur le banc qui ai les responsabilités. Parce que ça, c'est pas possible. Tu vois, je trouve que je me suis toujours dit, je suis pas à ma place. Mais le truc, c'est que le match d'après, tu perds, et il se dit, il est pas avec moi. Donc, tu vois, alors que toi, t'essaies juste de garder un peu ces standards élevés. Mais comme je t'ai dit, c'est à un moment donné, pourquoi fuir l'échec dans le foot quand il peut arriver? Mais est-ce que tu vas travestir, toi, le genre de personne que tu as envie d'être? Parce qu'en fait, l'échec, les moments difficiles, ils vont arriver dans le foot. Et en fait, ils font partie du truc. Tu vois? Mais c'est un truc, comment est-ce que tu peux continuer d'influencer positivement en étant toi-même? Et en se disant, ok, là, c'est un vrai challenge. Donc, c'est qui, John? Tu vois? Quand on galère, t'as envie de survivre et d'être le seul qui joue bien dans une année un peu morose, mais au moins j'aurais fait mes 25 matchs. Ou est-ce que c'est le mec? C'est pas grave, même si j'arrive sur le banc, moi je suis là pour toi. Moi je te dis les choses, t'aimes pas. Au moins, parce que tu sais quoi? Dans 10 ans, tout le monde aura oublié la série de défaites ou la série de victoires et tout. Par contre, quand ils vont se recroiser, je vais dire, tu sais quoi, tu m'as appris à ce moment-là. Ouais, j'étais con, je suis désolé. Parce que les mecs à 35-40 ans, ils sont tous là avec un petit peu de bide, avec beaucoup moins de cheveux, tout ça, dire ouais, j'étais un branleur, ou si j'avais écouté, ou tu vois. Mais c'est vrai que c'est difficile sur le moment quand exemple tout con. Là, tu sais, le D-game, tu sais, le jeu de la surface C, de l'arc de la surface C, t'as un mec qui fait donc moi, je suis en convalescence, donc je fais le service, tu vois, et j'aime bien la qualité de passe, tac, 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 tac. Et t'avais un petit, c'est un 19 ans, tu vois. Dès qu'il y a un demi-truc qui va pas, il regarde un peu, il dit rien, mais tu sais, comme si le passeur, le terrain, qu'est-ce que tu veux y faire? En fait, un mec a pas envie de prendre de responsabilité, il va te dire à un moment donné, j'ai dormi 7h30 au lieu de 8h30, t'as mon voisin qui a, tu peux rien. Tu vois, tu peux juste le rappeler, le gars il comprend pas, et le gars des fois tu vas lui rappeler, il va se rappeler que tu lui as dit, il va être énervé contre toi, il va te bouder pendant toute l'année, mais 5 ans après, il va te dire, t'étais un bonhomme. Tu peux rien. Tu comprends? C'est un truc, c'est comment, en fait, qu'est-ce que t'emportes avec toi? Qu'est-ce qui te représente? Ou bien à quel moment comment on dit? Tu pédales dans la soupe.
Ouais, et puis ça a du sens, puis ça rejoint, c'était une phrase que j'avais bien aimé que t'avais sorti dans un de vos derniers podcasts. Tu disais, si tu peux pas être champion du monde, soit champion d'Europe, c'est pas champion d'Europe, soit champion national, c'est pas ça, soit le meilleur dans ton équipe, etc. Mais dans tous les cas, représente quelque chose. Et je me dis que ça, c'est un bon état d'esprit. Et puis, ça rejoint au final le commentaire que je faisais sur le fait que ça part de toi. Tu dis, moi, je veux avoir telle attitude. Je décide d'avoir telle ligne conductrice, telle ligne directrice. Et puis après, on vit avec les conséquences tant aussi longtemps que je suis en accord avec cette ligne-là, que je me dis que c'est la meilleure façon de faire les choses. Mais c'est surtout que le foot n'a pas de mémoire vraiment sur ton palmarès et tout. Si tu vois toute la génération de champions du monde qui arrêtent, moi je le vois en MLS, des stars qui arrivent en MLS. Et puis ensuite, tu as des joueurs qui ont 10-12 matchs professionnels, qui sortent d'université, qui sont issus de la classe moyenne supérieure américaine, donc à une bouche comme ça. Mais par contre, face aux joueurs de standing, c'est il m'a follow sur Instagram, on est coéquipier, il te raconte. Et le gars, il défonce des mythes, tu vois. Ils disent, vas-y, franchement, je suis déçu par ce joueur, il est moyen et tout. Tu vois ce que je veux dire? Il arrive. Je vois comme les gens n'ont pas de mémoire, ou comme la soudaineté et l'instant, tu sais, le côté instantané du foot. Les mecs, des champions du monde, des mecs qui ont des carrières, mais incroyables, qui arrêtent 3-4 ans plus tard, tu sais même plus qui c'est. Tu vois? Là, il y a pour beaucoup, ici aux États-Unis, Patrick Vieira, c'est juste un entraîneur. Ouais. Tu comprends? Alors que Patrick Vieira a littéralement été le profil rêvé de tous les entraîneurs en Europe pendant 10 ans. Ouais. T'as capté? Ouais. Je me dis, mais imagine, il pense de Patrick Vieira comme ça, alors Quentin Westberg. Mais aussi pour te dire, le côté je lâche pas, le côté machin, tu sais ce que c'est la narrative que j'ai beaucoup en ce moment? T'as un cul, tu joues encore. T'as fait vraiment une grande carrière. Tu veux qu'on se pose sur mes stats, sur vraiment le passé en revue, et pour dire combien ce que tu dis, enfin, que même moi, j'y crois pas une seule seconde dans ce que tu dis. Et après, mais on s'entend, t'as toujours été là, t'as kiffé, enfin, tu vois. Et c'est plus, tout d'un coup, c'est plus le mindset et le côté, en fait, depuis 10-15 ans, je te dis que je kiffe vraiment le foot, qu'un terrain arrosé, des jeux réduits, et on rigole et on charrie un peu, mais en même temps, tu vois, tous les jours, on se pointe et on fait, it goes a long way, tu vois, ça te colle, et on a presque envie de te dire, t'as pas fait une grande carrière, mais t'es devenu quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de grand, peu importe comme t'as envie de le comprendre, mais moi je le comprends comme ça, tu vois, parce que t'as fait une grande carrière. Même moi, j'y crois pas. Le temps, ça remet certaines choses en perspective. Le temps, c'est ce que je t'ai dit, le temps, il te remet à ta place en carrière, et après carrière, tu réalises, là, j'ai raté les 50 ans de Clairefontaine. Mais j'ai vu des vidéos et tout. Mais les égos qu'il y avait il y a 20-25 ans, non, tu me parles pas, tu m'as pas respecté, nanani, nanana. Là, il y avait plus rien. C'était, on se tombe dans les bras aussi. Tu vois, t'as envie de comprendre plus vite. Amène un petit là. Regarde des coéquipiers, des mecs qui ont des sélections en équipe de France et d'autres qui sont commerciaux depuis l'âge de 25 ans, qui ont jamais fait carrière dans le foot. Il y a plus de statut. Il y a plus du tout de statut. À 40-45 ballettes, tout le monde est content également. Et puis, le mec qui a fait une excellente carrière pro, qui a gagné beaucoup d'argent, il est pas nécessairement plus heureux que le mec qui a le bon, qui est sur la bonne voie, qui a un job, qui a de la sécurité, qui s'est entouré des bonnes personnes. Ouais. Tu penses que ça, c'est possible de le comprendre avant un certain âge? En fait, c'est ce que je dis, et en fait, on en parle beaucoup, et c'est pour ça que j'aime bien, tu vois, j'aime beaucoup l'idée du podcast, et même pourquoi je réponds toujours avec plaisir quand tu me demandes. C'est parce qu'en fait, plus tu parles foot, plus ça élargit ta pensée, tu vois. Et à force de parler, et à force d'observer les environnements, en fait, tu peux vouloir être un branleur, mais ça va s'arrêter. Et en fait, la seule différence, c'est quand est-ce que tu réalises qu'il faut que ça s'arrête, et est-ce qu'il est pas trop tard quand tu t'arrêtes, tu vois. Parce que ça s'arrête tout le temps. J'ai jamais vu un branleur de 35 ans. Jamais. Le mec qui a poussé le plus le truc, c'est Hatem. Voilà, c'est mon gars, c'est mon frérot de Claire. Lui, c'est, je pense, celui qui a, tu vois, son côté sanguin, son côté personnalité, son côté un peu plus insaisissable. C'est lui qui l'a poussé le plus. Après, j'ai envie de dire, je pense que ça va aussi avec le niveau de talent qui faisait que il pouvait se c'est celui qui avait le plus de talent, donc il a pu se le permettre. C'était ça. Il a toujours survécu à un niveau très élevé, comme nous on l'entend. Mais pour beaucoup d'autres, la narrative, c'est il aurait pu être au niveau de Messi et Cristiano. Et lui, il doit vivre avec ça. Il doit pas vivre avec le t'as joué 15, tu sais,
Si, il vit avec les buts exceptionnels, tu vois, le condensé de son talent exceptionnel pendant un certain moment, mais tout, de près ou de loin, tout le monde te dira, il aurait pu faire beaucoup mieux, tu vois. Et je pense qu'il vit plus avec cette narrative que, waouh, tu nous as fait rêver, tu nous as fait nous lever. Ça commence par ça et ça finit par, what the fuck, qu'est-ce que tu vois. Mais sinon, et on l'utilise aussi beaucoup. Benzema, pendant longtemps, il a poussé tu vois, le côté un peu ténébreux, le côté. Et après, il s'est mis au service de tout le monde et au Real. Et moi, je l'aime trop, la photo où, tu sais, il est comme ça derrière. T'as Kroos, Modric, Cristiano, Bale qui reçoit, tu sais, le trophée du 11, du 11 de l'année. Du 11 de l'année, FIFPro, machin. Et 2 ans plus tard, il est tout seul avec son ballon d'or. Moi, ça me fait kiffer, ça. Tu vois, parce que je me dis, le gars, il a shifté dans le mindset. C'est le même footballeur, mais il a shifté dans le mindset. Il s'est mis au service de tout le monde. Et une année, tout lui est, tu vois, boum, les dieux du foot, comme t'as envie, le karma, les énergies. Tout s'est recentré sur KB9, tu vois. Et après, il est parti par la grande porte. Et en plus, sa sortie, elle est parfaite, tu vois. C'est quoi ton ambition footballistique aujourd'hui? S'il y en a encore une. Alors, mon ambition footballistique aujourd'hui, c'est de retrouver les terrains. Je suis en protocole commotion. J'ai pris 2 pétards à bout portant dans la tête. Hein. On va parler français. Alors, à l'entraînement? À l'entraînement, en 2-3 semaines de temps. Et donc, le premier, normal, tu vois, je suis au repos 2-3 jours après. Je reprends vraiment sans aucun problème, mais je te dis pas dans la foulée, mais ouais, une dizaine de jours après, grand max, à la veille d'un déplacement à Los Angeles. J'en prends un pleine tête. Et comme j'en ai pris beaucoup, mais là, il y a une sensation différente. Tout de suite, je me dis, ouais, c'est celle de trop. C'est trop rapproché de l'autre. Et là, depuis, j'ai des symptômes persistants, tu vois, un voile devant les yeux. J'ai la tête qui tourne assez aisément, enfin, assez régulièrement. J'ai des pressions dans le crâne à des moments différents de la journée qui sont déclenchées par des choses assez banales, assez aléatoires. Et donc du coup, là, mon ambition footballistique, elle est là, parce que sinon, je te dis pas qu'elle est remplie, parce que quand je te dis que j'applique ce que je dis, j'ai rien lâché de toute l'année. Je me sentais vraiment, vraiment bien cette année. Je sens que j'ai vraiment poussé comme il fallait, mais j'ai pas eu une minute. Tu comprends? Et tu sais, ici, ils notent les victoires dans les petits jeux, et je m'accrochais même pas à ça, mais j'étais partout devant. Donc en fait, il y a comme ce truc où, Dieu merci, j'ai quand même cette wiseness, tu vois, cette sagesse de vraiment me dire, non, c'est vraiment plus à propos de toi, tu vois. Fais en sorte qu'il y ait un meilleur environnement. Et du coup, tu vois, tu t'obtiens des victoires un petit peu différemment. Tu sais, ces petites victoires, c'est ton avis, il est très recherché. On te demande ce que t'as ressenti beaucoup. On te demande machin. Et en fait, du coup, je m'accroche à d'autres choses, tu vois. Donc, en fait, mon ambition footballistique pour cette année, elle est remplie dans le sens où, s'il y a bien de la première à la dernière minute une année où je me suis mis au service du collectif et où j'en ai pas fait une affaire personnelle, c'était cette année. Et l'année dernière, dans l'ensemble aussi, tu vois, où je me suis dit, tu peux pas à 38 ans être le mec qui, si ça va pas pour toi, même si tu le gardes pour toi, tu vis mal la situation. Non, je suis allé à l'entraînement, ça fait des années maintenant, mais là encore plus maintenant, en me disant, chaque année qui passe, c'est du bonus. Du bonus, pourquoi? Parce que je prends vraiment du plaisir. Je prends vraiment du plaisir à être sur les séances, à me donner à fond, à être bien physiquement, tu vois, être performant, à avoir 7,5% de masse grasse. Je prends du plaisir, tu vois, vraiment que cette discipline, elle se matérialise aussi par une bonne santé, par un machin. Mais il y a aussi ce côté où, tu vois, j'arrive et je suis vraiment une éponge dans mon environnement. C'est-à-dire, tu vois, on a changé de coach, on a le directeur sportif qui a été démis de ses fonctions, on a beaucoup d'éléments qui sont venus un petit peu, pas perturber, mais qui sont venus, tu sais, nourrir cette saison. Et du coup, je me suis vraiment imprégné de qu'est-ce que je ferais, tu sais, des choses que j'ai vues chez des recrues qui sont arrivées, pourquoi ce profil. En fait, je suis venu tous les jours à l'entraînement en tant que joueur, en tant que passionné, mais aussi en tant que, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais coach? Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais manager général? Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais président? Qu'est-ce qu'ils font? Et donc, en fait, je suis tellement en train d'observer et de m'imprégner et de me dire qu'en fait, j'ai de la chance d'être encore dans le milieu du foot sans me focaliser que en étant footballeur. Pendant, tu sais, c'est automatique, tu sais, c'est la mémoire musculaire, tu sais, je ferme les yeux, j'arrive le matin, j'ai ma routine, j'ai machin. Mais en même temps,
tu vois, il y a de l'éveil et j'apprends énormément, tu vois, parce que je sais que c'est dans cette direction que je veux basculer. Et du coup, je suis au travail et à l'école, tu vois. Je suis au travail et à l'école parce que il y a un métier que j'ai masterisé, entre guillemets, que j'ai pratiqué pendant 20 ans. Et puis, il y a un environnement que j'ai jamais rendu aléatoire. Pour moi, il n'y a pas de choses par hasard. Il n'y a pas vraiment de chance dans le foot. Il y a toujours une conséquence d'une somme d'actions. Et en fait, c'est difficile de toutes les contrôler. Mais en fait, si tu le sais déjà, je pense que tu peux influer dessus. Et du coup, les résultats tu peux mettre les chances de ton côté. Exactement. Ou à un moment donné, quand il y a un joueur qui choisit entre deux clubs, c'est ton club parce que tu traites les joueurs d'une certaine façon. Et en fait, c'est comme si je faisais un condensé de toutes les valeurs, de toutes les choses, que j'ai pris un petit peu partout et que je voudrais appliquer par la suite, qui sont importantes. Mon fils, il est maintenant à l'académie d'Atlanta à 12 ans, tu vois, il s'entraîne. Mais du coup, je vois le soir, je vois comment fonctionnent les coachs de l'académie, je vois comment fonctionne l'académie. Et donc, en fait, juste en étant dans mon rôle de papa et de footballeur professionnel, je connais le club des jardiniers au coach des U13, en passant par la directrice commerciale et les commerciaux. Tu vois, hier au match, je pouvais pas, mais ils m'ont fait rencontrer des sponsors qui allaient peut-être machin, il fallait faire une apparence de, tu sais, ils m'ont pris moi pour que je vienne pendant 15 minutes en tant que joueur, mais en même temps tu sais quoi, c'est potentiellement des gros. Et en fait, vas-y, j'ai mis le costard du club et c'était OK, il faut que j'apprenne ça aussi, il faut que tu comprends, et c'est un truc tu le fais toujours un petit peu avec la passion, avec est-ce que je vais être bon, est-ce que avec une pression un petit peu différente, mais tu ramènes tout au foot. Pourquoi j'aime trop le foot? Parce que il y a trop d'éléments dans la vie de tous les jours et dans le business, et tu le vois encore plus aux États-Unis. Ce qui est trop bien, c'est que dans le management, ils utilisent beaucoup les sportifs et ils utilisent beaucoup le sport, tu vois, pour les dynamiques d'équipe, pour le travail en collaboration. Et j'aime beaucoup, et c'est un truc en France, on aime beaucoup aussi, mais on est un petit peu plus... C'est moins ancré dans la culture quand même. Exactement, et on est un petit peu plus dans le jugement de... T'as pas fait de grandes écoles si t'es allé au foot, donc tu dois pas en savoir un rayon quand même, tu vois. Et donc, c'est ça que j'aime bien. Encore une fois, je m'accroche à d'autres choses, parce que le week-end, c'est pas moi qui suis contre sur le terrain, tu comprends, et je me morfonds d'un côté en me disant que c'est injuste parce que dans les petits jeux je suis quand même super performant parce que je suis encore en pleine forme physique, ou bien est-ce que tu dis OK, c'est peut-être plus mon temps, t'as 38 ans, il y a des moments où ça a été ton temps, est-ce que ça a été autant ton temps que tu l'aurais voulu? Non, dans ta carrière, mais qu'est-ce que t'as appris de l'autre côté? Est-ce que c'est même pas mieux pour toi pourtant? Si, tu vois, je suis toujours dans un mindset super positif par rapport à ça, parce que en fait je banalise jamais une journée au club. OK, et du coup ça me c'est un peu je pense que la traduction elle est dégueulasse là, mais when life gives you lemons, make lemonade, c'est à peu près ça. En français, ça donne un truc un peu moins sexy, mais... Déjà la lemonade, tu connais les Américains, quand ils arrivent au restaurant, ils demandent de la lemonade, on leur sert de la limonade, et après il y a le premier conflit, c'est il y a des bulles, c'est du Sprite, ça, tu vois, tu connais. Donc et puis ça rejoint ça me fait rebondir sur la question que j'avais. Est-ce que ton ambition, parce que t'as aussi le podcast, on en a pas parlé, mais t'as le podcast Ballon Main Corps que tu tiens avec deux de tes potes qui eux sont déjà passés de l'autre côté. Et puis j'ai écouté un épisode il y a pas très longtemps où Ricky faisait allusion au fait que vous étiez en train d'en discuter avant l'enregistrement. Il disait ça donne envie de passer de l'autre côté. Je me dis l'âge avance. Est-ce que dans ta réflexion où est-ce que t'en es dans ta réflexion par rapport à ce que tu veux faire concrètement après, si c'est pas indiscret? Moi, je prépare mes arrières, hein. J'ai fait le certificat en manager de football de l'UEFA, et par manager, c'est pas entraîneur, c'est directeur. Tu vois, c'est le côté front office, comme ils disent ici, c'est le côté direction sportive, direction générale de club, même président, parce que ça existe plus. Enfin, on part vers un modèle de président délégué maintenant, de gens qui connaissent l'industrie du football et le business, des présidents CEO pour des grands honneurs. Les présidents mécènes, comme on connaît en France, on réalise qu'il y en a de moins en moins. Tu vois, il y en a de moins en moins, donc c'est un modèle qui se perd un tout petit peu, et ça, je pourrais pas être un président mécène. Par contre, toutes les autres fonctions que je t'ai énumérées, c'est des fonctions qui m'intéressent à terme, tu vois, qui m'intéressent à terme, et donc du coup, par le biais du CFM, par le biais de... En fait, tu réalises que
encore grâce au podcast, et comme je te dis, on en parle tellement, et en fait, on a tellement en nous, on nous a picousé dans la transmission quand on est à Clairefontaine, les 3e années. Ils nous bisutent un peu, mais en même temps, ils nous protègent des embrouilles au collège, et ensuite, cette transmission de montre l'exemple, et en même temps, tu peux abuser un petit peu des petits juste parce que t'es plus grand, mais en même temps, tu sais, quand ça chauffe vraiment pour de vrai, c'est toi la figure un peu paternelle. Et tu sais, toute cette transmission, et ensuite d'avoir fait carrière, et ensuite d'être 3 potes d'enfance qui ont joué dans des pays différents, on réalise que c'est pas si différent. Et en plus, tout ce qu'on vit, en fait, t'as pas besoin d'être footballeur ou d'aimer nécessairement le football pour le retrouver dans ta vie de tous les jours. C'est des relations humaines, d'accord? Mais c'est des relations humaines qui sont passées au microscope. Tu vois, dans le foot, c'est que, il y a une embrouille à l'entraînement. Maintenant, elle est souvent filmée. Ouais. Tu vois? Et des fois, c'est même un de tes coéquipiers qui, sur Huddle ou un truc comme ça, il va peut-être l'enregistrer, la balancer, et puis, tu vois, c'est des choses où tout est encore un petit peu plus exagéré, mais tout ce qu'on a vécu, ça s'applique à énormément de monde. Donc, en fait, le fait d'en parler beaucoup déjà, de toujours être dans la recherche. Et comme je te disais, moi, j'ai un éducateur de quartier qui est maintenant, head scout, qui est directeur du recrutement pour Liverpool en France. J'ai des ex-coéquipiers qui sont coach de Ligue 1. J'ai un ami d'enfance qui est directeur sportif. J'ai des gens qui ont mon ancien président qui a absolument envie d'être un mentor, qui me donne du temps si j'en ai envie pour répondre à toutes mes questions. C'est un truc où après tu réalises que d'avoir créé cette espèce d'environnement, cet écosystème autour de toi de gens de confiance, de toujours bien comportés, que ça soit bien fini ou pas. Encore une fois, on en oublie presque les résultats, les performances et tout. On se rappelle du quotidien, de l'énergie que tu as dégagée et comment les gens se sont sentis en ta présence, en fait. Et donc, c'est là où tu réalises que, c'est vrai que dès que je toque un petit peu à la porte, on me donne, tu vois, ça se passe comme ça, machin. Un ancien pote du centre de formation est dans le staff de Thiago Motta à la Juve. Tu sais, en fait, tu réalises que c'est mon ami. Je vais l'appeler. Comment ça se passe? Tu vois, j'aime trop les ressorties de balles de Thiago Motta. C'est quoi en vrai de vrai ce qu'il fait, machin. Et toutes ces genres de choses, tu récoltes énormément d'informations et c'est un petit peu pour ta propre recette à toi. Parce que s'il y a bien une chose, c'est que ce qui est valable à Louan-Cuiseaux n'est pas valable à Villefranche. Ce qui est valable à Villefranche, chaque environnement est différent. Ce qui est valable à Toronto n'est pas valable à Atlanta. Tu peux pas appliquer une recette mondiale pour tous les clubs de foot. Il y a un environnement, il y a un groupe en place, il y a des attentes de supporters, il y a une culture de la ville, tu vois. Des fois, il y a des clubs, il y a des écosystèmes, il y a des villes en France, ils ont pas envie de voir des tiki-taka, ils ont envie de voir des mecs qui mouillent le maillot. Ouais. Ils en ont rien à faire que tu leur parles de tactique. Et il y en a d'autres, à Nantes, il y a des standards de, le jeu à la nantaise. Tu vois, quand même, ça va 2 minutes les bourrins. Tu vois, au Barça, si tu leur mets du Red Bull, ils vont péter les plombs. Ouais. Tu comprends? Et donc, du coup, c'est de comprendre toutes ces petites choses en t'inspirant un petit peu de tout. Et en fait, au bout de 20 ans, tu réalises que de pas avoir pété les plombs tous les jours à l'entraînement, de pas être la galère qui un jour est content quand il joue, qui est vénère. En fait, tu réalises que quand à la fin, on est tous un petit peu, et que tu décroches le téléphone, un peu comme quand tu te donnes une invitation pour ton mariage et que tout le monde répond présent, que tout le monde décroche, ça me fera plaisir d'avoir de tes... Et tu réalises, ok, ma grande carrière, elle est peut-être là. Tu vois, c'est pas dans le Transfermarkt ou ça, peu importe, Wikipédia, le champion de Ligue 2 2011, finaliste de la Coupe du Canada. Ouais, c'est bon, tu vois. Ouais, on va pas se gargariser. Mais par contre, je suis capable encore de récolter tellement d'informations, de kiffer tellement en fait, la connaissance, tu vois, et la transmission. Le podcast. On parle de sujets tout et d'autres, le jeu à la française, des invités exceptionnels, des arbitres, un coéquipier à nous qui a eu un surnom de Présu et qui nous explique qu'en fait il était en France depuis 4 ans déjà, mais que ce surnom, en fait, ça le boostait, tu vois, et que ça déclenchait En fait, c'est toutes ces conversations, en fait, t'en sors enrichi. Pourquoi? Pour ton adaptabilité, pour ton, en fait, read the room, tu vois, comment tu t'adaptes aux gens sans traverser ta propre personnalité, mais je sais ce qu'il vit. Ou je peux comprendre parce que ce cas, il était plus ou moins. Et en fait, plus tu t'enrichis comme ça, plus tu deviens un petit peu crédible dans l'environnement du foot, tu vois. Et c'est là où, tu te dis que tu joues pas le week-end, un week-end de septembre, de novembre ou fin mai, c'est une chose. Mais qui t'es quand tu joues pas? Et qui t'es quand tu joues aussi?
Tu vois, moi, le plus facile pour moi, ça a été de cartonner à Toronto à mon arrivée. Environnement exceptionnel, j'en ai profité tout de suite. Même on n'avait pas des super résultats, mais on jouait trop bien. On avait un bon groupe. Et puis après, on a fait 18 mois exceptionnels, quand bien même Covid, quand bien on était tous déprimés, loin de nos familles, mais on gagnait les matchs en fermant les yeux. Et on en a presque pas profité, mais j'ai réalisé, j'étais au top de mon football, j'étais dans un mindset très très avancé, j'avais vraiment grandi comme homme et tout. Ben je vois l'impact que j'ai eu sur trop de monde, sur trop des petits, hein. C'est pas, j'ai pas changé la carrière des gens, mais qu'ensuite tu recroises les gens et qui te remercient, qui te disent, franchement tu me manques, ou tu vois, c'était quand tu m'insultais que je faisais le mongol dans les jeux réduits à faire que des 1 contre 1 au lieu de prendre les espaces, au lieu de combiner machin. En fait, je l'ai vu, tu vois, quand lui il est arrivé au club, tu sais, c'est un top joueur machin. Il me le disait directement. Et je dis bah ouais, tu me l'avais dit toi aussi, tu vois. Tu sais, c'est des trucs. Et je dis ok, tu vois. Tu te dis les petites victoires, et tu te dis, j'aurais jamais ma une dans l'équipe, j'aurais jamais tu vois, mais t'impactes la vie des gens comme ça, tu vois, et on te le rend, et voilà, c'est des relations mutuelles, pas transactionnelles. Et comme tu l'as dit, bah, elle est là pour le coup, la grande carrière. Les petites victoires, tu vois, moi je m'y accroche. C'est vrai que si j'avais gagné 5 titres de champion en Angleterre ou une Ligue des Champions, peut-être que j'aurais pas le temps pour toi, mais ça m'étonnerait, tu vois, parce que tu sais, c'est un truc que j'aime beaucoup avec Benzema et même Thierry Henry, il y a quelques mecs comme ça qui rappellent tout le temps, il faut respecter le football. Ouais. Tu vois, c'est le football qui donne. C'est pas toi qui donne au football. T'es remplacé. Bah sur cette note, merci beaucoup. Je pense que le montage il va se couper là, mais ça m'a merci, tout simplement, merci. C'est avec plaisir, hein. C'était la même vibe qu'il y a 2 ans. Ouais. Il y a rien qui s'est perdu, mais je pense que moi je suis chrétien, donc je le dis comme ça, mais je me dis Dieu fait rien pour rien, parce que là je pense que le timing, il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, j'étais à Dole. Une saison catastrophique. Ouais, j'étais à Dole, saison catastrophique. Footballistiquement, j'avais rien à apporter cette saison-là. Là, j'ai ma pierre à apporter à l'édifice, et là, ça m'a remis les idées en place, là. Ouais. J'ai hâte de voir les résultats. J'espère que, comme t'as dit, faut tenir dans la motivation. Ça va être ça le challenge, mais... C'est Arsène Wenger qui l'a dit, hein, l'endurance de la motivation. Il le décrit trop bien. Il dit à des qualités égales ou même à qualité supérieure, l'endurance dans la motivation. Et déjà, le terme motivation dans le foot, si t'as besoin d'être motivé pour jouer au foot, déjà, tu pars avec du retard. Ouais. Je te promets que j'ai jamais eu besoin d'être motivé. Et j'ai kiffé ma race à Luznac. Comment tu vois? Ouais. Les installations, on savait pas un jour si les lignes allaient être tracées, si, tu vois? Ouais. Moi, après, c'est plus dans mon cas personnel, mais c'est vraiment le fait que je sais pas encore combien d'années je vais jouer au foot. J'ai d'autres projets que j'aimerais faire avancer, mais je sais que cette année, par exemple, c'est un truc où je me suis dit, tu sais, j'ai des objectifs individuels, même mes objectifs footballistiques, ils passent cette année par le collectif. Jouer 22 ou 18 matchs, franchement, là, aujourd'hui, faut pas que mon coach m'entende, mais je m'en tape. C'est juste, si je peux. J'ai joué toute ma carrière avec des mecs qui me disaient, ouais, mais tu sais, moi, j'ai 250 matchs de Ligue 2. À Luznac, il y a un mec, il était venu me voir. Ouais, tu sais, bon, je commence à connaître le championnat avec mes 150 matchs. Et même là, en MLS, il y a des mecs qui disent, ouais, moi, tu sais, ça fait 8 ans que je joue plus de 30 matchs. Frérot, t'as jamais fait un match de play-off ou t'as jamais gagné un match de play-off. Je veux pas t'entendre. Tu sais pas ce que c'est de gagner. Tu sais pas ce que c'est que de servir. Tu sais pas ce que c'est que tu te contentes de tes petites stats. Et puis, dans 10 ans, tu vas être le même mec qui dit, oh, tu sais, tu te rappelles pas de moi, mais j'ai fait une belle carrière en photo. Il y a des gens, ils ont fait 2 ans, mais ils ont impacté une ville, un truc. C'est franchement, le moment qui m'a, une petite victoire, mais qui pour moi a résonné. Cette année, on va à Toronto. Il neige de ouf en mars ou en avril. Et tu sais, on arrive à l'avion et le mec qui amène les escaliers pour descendre de l'avion, tu vois, littéralement, on descend et à Toronto, c'est 10 par 10 parce que tu dois passer à la douane, tu vois, avec un vol privé, ils t'attendent dans le hall privé, et donc par 10. Donc il y en a 10 qui descendent, 10. Et moi, je suis le dernier des 10. Et le mec qui est là, qui est en train dans le froid, tu sais, en train de dégager un peu la neige pour pas qu'on glisse et tout, il me dit « Welcome home ».
Je dis quoi? Il me regarde, il fait, tu sais, genre, je t'ai reconnu de Toronto, tu m'as fait qui? Je fais, waouh. Le premier mec que je vois, déjà, je suis trop content de retourner à Toronto, machin, il me dit welcome home. Petite victoire. Ouais. J'ai dit, tu vois, les quelques années que j'ai passées là-bas, voilà, tu vois. Et puis, je vais pas te dire, je suis une légende, je vais pas te dire, pas du tout. Mais, il y a un mec qui me dit welcome home, la première personne que je vois sur le sol canadien, qui est un man, et ben, tu vois, il me dit welcome home, mais c'est un truc. Encore une fois, la grande carrière, elle est là, elle est pas dans. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes et prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Quentin, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, c'est là que je suis le plus accessible, là où j'ai des interactions quotidiennes avec vous. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.